Frédéric Brindel, bonsoir. Judith Belair. Oui, chers amis, bienvenue sur Sud Radio. On est ensemble pour les vraies voix de l'été jusqu'à 19h. Alors, quelles sont vos attentes Vous avez quelque chose à dire? Exprimez-vous, nous sommes là pour vous. On vous attend au standard au 0826 300 300. Notre débat de 17h30. Marine Tondelier l'a déclaré aujourd'hui, elle en a marre. La leader des écologistes se dit également en colère, écœurée, fatiguée et désolée du spectacle que donne le nouveau Front Populaire. Elle dénonce la guerre de leadership pour s'accorder sur un nom pour Matignon. Une situation qui pour elle ne fait qu'affaiblir davantage la crédibilité de la coalition aux yeux du public. Quand LFI a annoncé lundi suspendre les discussions, ce qui marque une nouvelle escalade dans les tensions internes du nouveau Front Populaire, rendant l'avenir de la coalition incertain. Ne nous soupçonnez pas, chers auditeurs de Sud Radio, de prendre parti contre la gauche. La critique du nouveau Front Populaire, ce sont leurs membres qui s'en chargent eux-mêmes. La question de notre débat à 17h30 est empruntée à Marine Tondelier. Êtes-vous écœuré par la gauche? Vous répondez sur le compte X de Sud Radio. Oui, vous votez, puis vous nous appelez au 0826 300 300. Un autre coup de projecteur de 18h40. À 9 jours des JO, des Jeux Olympiques, Anne Hidalgo s'est jetée à l'eau. La maire PS de la capitale s'est baignée dans la Seine ce matin, accompagnée de Tony Estanguet, président du comité d'organisation, et de Marc Guillaume, préfet d'Île-de-France. Depuis 2016, 1,4 milliard d'euros ont été investis pour rendre la Seine et son principal affluent, la Marne, baignable. Modernisation des stations d'épuration, raccordement des péniches au tout à l'égout, ramassage des déchets plastiques et l'état bactériologique du fleuve s'est récemment amélioré, rendant enfin possible la baignade. Vous êtes nombreux à refuser de vous baigner dans la Seine. Reconnaissez une certaine appréhension de votre part. Et bien pourtant, elle l'a fait courageusement, avec bravoure. La maire de Paris s'est jetée à l'eau. À 18h40, le coup de projecteur. Hashtag Paris 2024, hashtag JO. Anne Hidalgo dans la Seine. Est-ce pour vous 1, un pari réussi, 2, un signe positif, 3, sans intérêt? Votez sur le compte X de Sud Radio, vous donnez votre avis, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à ce débat. Et puis nos éditorialistes du jour, cher Frédéric. Ah, Corinne Tapiro, notre éditorialiste. Bonjour tout le monde. Véronique Langlais, bienvenue. Bonjour. Véronique, vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Tout Exactement. un programme. Alors, vous aimez le rouge, mais vous êtes en vert aujourd'hui. Ben oui, c'est un petit clin d'œil. Et puis Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir Abel. Quel programme? Allez, on file au répondeur. Au Tour de France d'abord. Ah, pardon, Ah bah oui. 17h05. Ah oui. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Et voilà Vincent Barthaud. Bah oui, parce qu'ils sont arrivés. Vincent, 17e étape Saint-Paul, 3 châteaux super d'évoluis, 177 km 800. Nous l'avons vécu ensemble. Il manquait le point sur les leaders du classement général. Donc vous nous rappelez l'étape, le vainqueur et le résultat de la bagarre pour le maillot jaune. Alors, écoutez, on a assisté à un vainqueur, l'équatorien Richard Carapaz, l'équipe EF Education, c'est le champion olympique en titre, il avait gagné en 2020 à Tokyo, c'est un coureur qui a déjà aussi gagné le Giro en 2019, donc il s'est vraiment extrait du groupe d'échappés dans le col du Noyer, il a vraiment fait une très très belle descente, et puis derrière au classement général, alors il y a un petit changement léger, c'est que Evenepoel a réussi à reprendre une petite dizaine de secondes à Pogačar, parce que Pogačar s'est regardé dans la finale un petit peu avec Vingegaard, ils ont temporisé tous les deux, et voilà, autrement aucun changement. On peut voir que Pogačar est en train de montrer que c'est lui le maître du Tour de France pour aujourd'hui. Bon, merci Vincent Barthaud. Merci, Demain, Vincent. ça grimpe encore. Enfin, c'est pas fini, Oui, c'est pas fini. Non. Ouais. Demain, une belle petite étape de Pour votre plus grand baroudeur, plaisir. Gap Barcelonnette. 180 km, il va faire aussi très très chaud. Je pense pas qu'on aura une grosse explication entre les leaders, mais bon, quand on voit le tempérament de Pogačar, on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'il attaque de nouveau Vingegaard. Merci Vincent Barthaud. Merci Vincent Merci à Barthaud. vous. Merci. Sud Radio fait son tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous parlez vrai avec nous, vous êtes sur Sud Radio, on file au répondeur. Oui, bonjour, ici Robert de Marseille. Je suis en train de voir un scénario qui se projette en voyant que Vauquier, Morin, Copé se rencontrent pour peut-être former une coalition avec Ensemble et former un gouvernement avec un Premier ministre de droite, évidemment, et des ministres LR.
en pensant que de toute manière le Front populaire et le RN ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas se voir, donc ne voteraient pas une motion de censure ensemble. Et comme ça, ça durerait pendant 3 ans, et tout va bien, comme ça. Et ça rendrait 75% des électeurs de gauche et des RN cocus, en somme. De toute manière, Macron n'aime pas le peuple. Tout va bien. À bientôt sur une radio. Carrément Voilà, les électeurs cocus pour Robert de Marseille. Ah oui, ben on dit c'est parlons vrai. Alors... Donc c'est vrai qu'on le sent un peu venir. Non pas les termes. Hein. je ne les reprends pas, mais finalement on se demande des fois si cette histoire ça n'a pas été un super coup réalisé par Emmanuel Macron. Je ne suis pas certaine que ce soit un super coup réalisé par Emmanuel Macron, que la dissolution était prévue de longue date, ça c'est un fait certain. Il pensait que le peuple lui referait confiance sur la même logique progressiste que celle qu'il a voulu mettre en place en disant qu'il s'était mal exprimé, qu'on l'avait peut-être mal compris, parce qu'effectivement le peuple en plus est bête, c'est bien connu. Et sourd aussi, mais je pense plutôt que s'il avait voulu tendre la main à une coalition gouvernementale pendant 7 ans, il aurait pu le faire, au lieu de faire retoquer tous les amendements présentés par les Républicains lors des précédentes mandatures. Je ne suis pas certaine que la droite ait demandé, en tout cas LR, la nouvelle droite comme on l'appelle, ait demandé à rentrer au gouvernement. J'ai plutôt eu l'impression qu'il s'agissait d'un projet de programme ou non pas de gouvernement, mais plutôt un projet de programme et d'idées, ce qui est à la fois intéressant et à la fois consternant. Je trouve qu'il est consternant aujourd'hui de faire un programme d'idées alors que les électeurs ont voté sur des... Enfin, vous me direz, on n'a peut-être pas beaucoup parlé des programmes, mais plus des personnes pendant cette campagne législative. Mais c'est quand même étonnant de pondre un programme après les élections. Voilà, je trouve ça... Véronique Langlais, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Très dubitative. Ouais. En fait, on est... Vous avez l'impression d'être cocu aussi? Non, c'est pas ça, mais aux yeux du monde, on est quand même... On est en pleine période de JO et paradoxalement à ça, on ne parle que de politique et on est un spectacle pitoyable. Et je reprends ce que j'ai écrit sur Twitter. On a l'impression d'être dans une classe de collège où on cherche son délégué de classe et où chacun y va de la tenue du délégué, de ce qu'il a dans la tête. Enfin, on est sur un débat puéril et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour leur propre personne et pas forcément pour le collectif. Et c'est ça qui est dérangeant. Quand on a un commerce comme moi, on parle que de ça aussi. Et effectivement, le monsieur a employé le bon terme. Les électeurs ont l'impression d'être cocus. C'est le terme de ce début d'émission. Oui, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Abel Boilly. Tout ce qui se passe, ça va amplifier le désamour de la population, d'une partie de la population pour les politiques. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a voulu redevenir le maître des horloges, mais c'est à se demander si son petit jeu ne va pas se retourner contre lui-même, parce qu'on est dans une phase de flou. On ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés. Et c'est vrai qu'on ne parle que de politique, mais c'est pire, on ne parle que de casting. C'est même pire que ça. Donc les programmes passent au second plan, et c'est vraiment triste parce qu'il y a les JO, on devait être dans un moment avec l'entrée des grandes vacances, cette manifestation sportive qui est censée nous rassembler, et on est tous plus ou moins crispés dans la confusion. Donc on attend de voir comment ça va se passer, mais Emmanuel Macron n'a pas un bon point sur ce coup. C'est une réaction qui donne une bonne petite introduction à notre débat de 17h30. Êtes-vous écœuré par la gauche? Vous votez, chers auditeurs, sur X, et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Nous sommes avec notre autre auditeur, Baptiste, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Baptiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Baptiste. Alors vous, Baptiste, vous avez envie de nous parler d'autre chose, hein? Un peu foot, ça me plaît, ça. Je vous écoute. Ouais, tout parce qu'on aura l'occasion de reparler du nouveau Front populaire aussi. Oui, je pense, oui. Ça arrive très vite. Parce que vous avez plein de choses et évidemment il y aurait eu des trucs que j'aurais aimé dire, mais du coup. Mais vous allez le dire. Vous revenez après, c'est sûr. Bien sûr. Parlons légèrement, parlons football. Voilà. Alors Didier Deschamps déjà. Bah oui, Didier Deschamps, merci pour tout, monsieur. Et puis, au revoir. Ça fait 12 ans, c'est ça? Vous dites ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. D'abord, oui, ça fait beaucoup. Et puis surtout, le problème, quand on ne mise que sur la victoire, c'est qu'il faut qu'il y ait une victoire. Parce que sinon, ça sert à rien.
Oui, parce qu'au niveau du jeu, c'est 0, c'est ça. C'est pas beau à voir. Ouais. C'est 0. C'est un peu mou, quoi. J'ai quand même l'impression de voir jouer les Girondins de Bordeaux. C'est quand même un problème. Les pauvres, laissez-les, parce qu'en plus, il y a des problèmes à la direction, les actionnaires et tout ça en ce moment. J'ai peut-être un peu tiré sur l'endurance. Voilà. C'est possible. Et j'embrasse tous mes amis bordelais. Non, mais voilà, Didier Deschamps mise tout sur le résultat, sur la solidité défensive et sur le résultat. Et je pense que l'Espagne a montré qu'on pouvait gagner une grande compétition en pratiquant un football agréable, en attaquant et en n'étant pas un épicier. Donc, comme on n'a rien contre les épiciers, mais qu'on a envie de dire... surtout ne vous en prenez pas au boucher charcutier, parce qu'on a la représentante. J'ai failli perdre Véronique, là. Sur ce coup-là, je me reprends, j'arrête de critiquer les corporations. Voilà. Je pense que là, c'est le moment de dire à Didier Deschamps, merci beaucoup. Ce jeu-là ne marque plus les gens, ne convainc plus les gens, et surtout, il ne gagne pas parce que, ok, il y a des très bons résultats pour l'équipe de France, mais factuellement, sans but, il y a un titre de champion du monde sur les 14 dernières années. Il y a une Ligue des Nations et il y a 2 finales, une de Coupe du Monde, une de Championnat d'Europe. Nations. La Ligue des Nations, franchement, pour mettre en avant la Ligue des Nations dans le bilan... Ne l'enlevez pas, c'est la seule que Karim Benzema a pu remporter. Attendez, c'est une mauvaise foi incroyable. Là, non, c'est factuel. Bon, réaction peut-être des vraies voix. Oui, on en a une déjà qui a envie de réagir. J'étais atterrée, en fait. J'étais atterrée de voir qu'à chaque match, on passait et qu'on marquait aucun but. Je me disais, mais on va finir en finale sans avoir marqué de but, et on sera peut-être champion du monde sans avoir marqué de but en finale. Et au moment où on a marqué un but, finalement on a perdu. C'était en demi-finale. C'est hyper paradoxal, quoi. On n'a pas eu de spectacle cette année avec l'équipe de France. Aucun spectacle. Pas que cette année. Oui, non, mais je suis gentil, moi. Je suis gentil. Moi aussi. C'est vrai que je suis parti sur des mauvaises bases, mais c'est vrai que normalement, je suis gentil aussi, moi. Bon, on a un spécialiste en plateau, un peu, sur le foot. Abel Boilly. Pas tant que ça, mais c'est vrai que Didier Deschamps me fait penser au sélectionneur allemand Joachim Löw, qui est resté très longtemps aussi, qui a pourtant aussi gagné la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec l'Allemagne. Heureusement qu'il nous dit qu'il n'est pas spécialiste. Ce ne sont que des petites choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que non seulement l'équipe de France ne joue pas bien, mais l'équipe de France est devenue prévisible, en fait. Tous les sélectionneurs adverses savent que Didier Deschamps mise sur la défense, qu'il n'en a rien à faire du beau jeu, ni de l'efficacité offensive. Lui, s'il peut gagner tous les matchs 1-0 ou au pénalty, quitte à gagner, il y va. Et aujourd'hui, les Français ne suivent plus. On est très attachés à notre équipe nationale, mais on a besoin de rêver un petit peu plus. Bon, un petit mot de football quand même. Alors moi, un petit mot de football, je suis absolument pas passionnée, mais j'ai voulu regarder un match. Alors je vais quand même m'y mettre. J'ai trouvé ça prodigieusement ennuyeux. Donc c'était la demi-finale. Et tout le monde gagne des actions spectaculaires. Moi, j'ai rien vu de spectaculaire. Voilà. Dans la demi-finale, sinon il y a le handball qui est pas mal. Oui, mais ça c'est pas mal. Le basket aussi, c'est bien. J'allais dire le basket. Le volleyball. Voilà. Dans un instant, ça va être les 3 mots de l'actu, chers auditeurs. Donc vous restez avec nous, surtout. À tout de suite. Cécile, elle est en vacances, je crois. Ouais. Puis Philippe aussi. Non. Ah oui, cette semaine. Ça lui arrive. Il est passé nous faire un coucou. Il est venu nous voir quand même. Et on l'embrasse aussi d'ailleurs. Voilà. Parce qu'on est sûr qu'il nous écoute lui. Allez, c'est parti pour les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu, Abbé, Perchoir et Bassine. L'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes 17 ans après sa mort. Les faits auraient été commis entre 1970 et 2005 selon un rapport indépendant commandé par Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre. Qui sera élu président ou présidente de l'Assemblée nationale demain? Les candidats des différentes tendances se font connaître. La gauche promettait un candidat commun, mais pour le moment, ça semble aussi compliqué que pour Matignon. Et puis les forces de l'ordre sur le qui-vive dans les Deux-Sèvres où l'État redoute des affrontements entre opposants aux méga-bassines et agriculteurs. La préfecture a interdit la manifestation de ce week-end. Les vraies voix Sud Radio. L'Église catholique exprime sa douleur et sa honte sur les réseaux sociaux après ces accusations d'agression sexuelle contre l'abbé Pierre. Un choc à la mesure du statut d'icône de cette figure de la lutte contre l'exclusion 17 ans après sa disparition en janvier 2007. Se voir mourir, c'est une rencontre longtemps attendue avec un ami.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité que nous vous présentons tous les soirs, il y a des hommages de circonstances et il y a les autres. Depuis ce matin, c'est une émotion et un respect profond qu'on sent monter de tout le pays. La France est touchée au cœur, a dit Jacques Chirac, nous l'entendrons, et une large partie de cette édition sera consacrée à la disparition de l'abbé Pierre qui aura droit à un hommage national vendredi. D'abord, l'ouverture de David Pujadas sur France 2 à l'époque. Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre ont donc commandé un rapport indépendant suite au témoignage d'une femme qui dit avoir subi une agression sexuelle. Rapport mené en interne par EGAE, un cabinet spécialisé dans la prévention des violences. C'est ce qu'expliquent les associations dans un communiqué commun. Il en ressort donc d'autres accusations similaires, des accusations d'agression sexuelle pour des faits qui auraient été commis entre 1970 et 2005. Dans son communiqué, l'Église, je cite, tient à assurer les personnes victimes de sa profonde compassion. Le choc est grand tant la figure est consensuelle. L'abbé Pierre a longtemps été de son vivant la personnalité préférée des Français dans les classements. Bon, alors évidemment, les vraies voix, vous allez réagir. Déjà, Judith Belair, vous êtes, je le rappelle, aussi secrétaire générale de l'association Destin de Femmes. Ça vous surprend, ces accusations ? J'ai envie de dire que les masques tombent, les idoles tombent. Moi, je tombe des nues un petit peu quand même. Lui, il a quand même sauvé tant de femmes de la rue qu'on se demande comment il l'a fait. Cela dit, j'aimais toujours un petit point, c'est j'ai toujours peur des condamnations médiatiques. En l'occurrence, il peut pas répondre, il est plus là pour répondre. Donc tout ça en tout cas est un imbroglio qui permet une fois de plus de faire la lumière sur des situations qui ont perduré pendant tant d'années et qui doivent absolument changer pour toujours, quoi. Corinne Tapiroux. Moi, en tant que femme et défenseur des droits des femmes, je suis choquée. Mais moi, je suis pas une adoratrice de l'abbé Pierre. Je n'aimais pas ses prises de position politiques. Je n'aimais pas son revirement sur un certain nombre de sujets. Donc, être étonnée, je sais pas. Je pense que l'homme, la chair est faible et que c'est un homme comme un autre et que l'Église a déjà eu beaucoup à se débattre dans ces situations sur des viols sur des mineurs, des petits garçons notamment. Et je trouve que c'est quand même très c'est problématique parce qu'au final on peut plus faire confiance à personne. Véronique Langlais. Alors surprise sur le moment et puis après effectivement avec le recul malheureusement un de plus. On peut concevoir malheureusement que ça ait pu être et puis surtout à l'époque les femmes ne parlaient pas parce qu'on avait peur aussi du jaillissement que ça pouvait faire au sein de l'Église et au sein de ces associations. Donc j'imagine que il a effectivement fallu une longue enquête pour que ça puisse apparaître, mais moi, je suis moins mesurée quant au doute parce que je pense que malheureusement, il y en a partout. Ce genre de profil, que quand on est sous emprise, qu'on admire un homme, on peut faire des choses malheureusement que l'on regrette après avec le recul. Et j'ai beaucoup, donc c'est une histoire d'emprise pour vous, pensées. Ouais, j'ai beaucoup de pensées pour ces victimes et je compatis vraiment énormément. Abel Boilly, alors évidemment, il y a cette situation qui se passe dans un cas particulier puisque la personne accusée est décédée en 2007. Donc comment judiciairement Bien entendu, et puis on peut toujours sortir le blabla de la présomption d'innocence, principe qu'il faut respecter, mais moi-même étant très engagé sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, moi j'ai toujours tendance à croire les présumées victimes. Après on attendra de voir. C'est vrai qu'il y a l'aspect de l'emprise, mais comment la victime gère aussi le choc post-traumatique. Il y a l'amnésie traumatique, il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte, et c'est très difficile quand quelqu'un est hyper médiatisé, c'est-à-dire qu'il y a une toute puissance, il y a tout un système en fait qui est à la botte de la personne, surtout dans ce type de domaine, l'humanitaire. Comme vous l'avez dit Judith, il a aidé tellement de femmes à sortir de la rue, il avait un discours tellement humaniste, tellement empreint de fraternité, d'amour du prochain, que c'est difficile à croire, mais en réalité il ne faut mettre personne sur un piédestal, parce que la société est tellement corrompue malheureusement. Alors si je peux me permettre, je mettais pas en doute ces victimes, hein. Je dis ce que je disais, c'est simplement ce qui est important, c'est de pas condamner médiatiquement globalement les gens avant qu'ils aient pu se défendre. Ça va être compliqué quand même d'arriver. Ça va être compliqué parce là, dans ce cadre-là, on n'entendra pas les victimes. Ça va être assez compliqué à faire la lumière sur tout ça, et c'est encore plus dommage pour les victimes d'ailleurs. C'est ça.
parce qu'elles ont eu affaire à quelqu'un qui était intouchable toute leur vie et que maintenant il reste intouchable. C'est ça qui est terrible. Par sa mort, il reste intouchable. Allez, deuxième mot, en bref, perchoir avec ce sprint final pour la course à la présidence de l'Assemblée nationale. Félix Mathieu. Les groupes politiques affinent leur stratégie pour obtenir cette présidence. Demain, un enjeu pour la gauche, évidemment, alors que ces négociations pour Matignon restent dans l'impasse. Le nouveau Front populaire promettait de s'entendre sur un candidat commun pour le perchoir. Reste à savoir qui, c'est comme pour un hypothétique Premier ministre. On va en reparler dans quelques minutes de ça. Concernant les autres, en tout cas, on a les candidats pour le moment. La sortante Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée. L'indépendant centriste Charles de Courson. Annie Genevard pour les Républicains et puis Sébastien Chenu du RN. Élection incertaine prévue demain à 15h. Troisième mot, bassines. La préfecture des Deux-Sèvres a interdit la manifestation de ce week-end contre les méga-bassines. Des opposants aux réserves d'eau déjà réunis dans un village à Mel. Certains opposants à ces bassines entendaient manifester ce week-end. Manifestation interdite finalement par la préfecture, tandis que des agriculteurs entendent se rendre sur place pour défendre leur matériel contre d'éventuelles dégradations. Et face à la présidente du conseil départemental, Coralie Desnoux, qui en appelle à éviter l'affrontement, eh bien la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, défend la nécessité de protéger les sites visés, selon elle, par les militants écologistes. Ça serait laisser la place à ces milices, à ces activistes qui n'ont que faire de l'écologie, mais en tout cas qui veulent une seule chose, c'est vider nos territoires. L'agriculture, nous, c'est notre vie. Et je pense que vous avez votre place avec nous. Venez à Mel à 6h du matin, nous irons dans nos exploitations. Nous serons là juste sur la défensive, c'est notre rôle. Ils s'arrangeront pour vous faire payer, à vous, agriculteurs, les violences qui seront commises si vous venez vendredi et samedi. Pour les pratiquer un petit peu, je peux vous assurer que c'est pas vous qui gagnerez malheureusement. Et je partage vos propos sur nos agriculteurs. Il faut être là pour les défendre. Et pour les défendre, il faut que nos agriculteurs gardent leur calme. La violence ne fera pas avancer le dossier. L'échange entre Coralie Desnoux du conseil départemental des Deux-Sèvres et Véronique Le Floch de la coordination rurale ce matin au micro de Benjamin Glès sur Sud Radio. Merci Félix Mathieu. À 17h30 dans un instant, Marine Tondelier l'a déclaré aujourd'hui, elle en a marre. La chef des écologistes critique la guerre de leadership au sein du nouveau Front populaire et déplore que cela nuise à la crédibilité de la coalition. La gauche, c'est elle qui la critique le mieux. Notre grand débat s'ouvre dans un instant autour de cette question. Hashtag Marie Tondelier. Êtes-vous écœuré par la gauche? Ce sont les propos de Marine Tondelier. Pour nous répondre, Hassan Lakehoul, secrétaire général des Jeunes communistes. Il sera avec nous dans un instant. Il est là. Il est arrivé. Il est là. Alors, juste, vous savez ce qu'on fait? On fait juste une petite réponse avant de se retrouver dans un instant. Mais vous êtes aussi écœuré? Fatigué. Disons qu'il faut des actes. On a beaucoup parlé, je pense qu'il faut des actes et il faut se poser les vraies questions. Donc j'espère qu'on le fera dans les prochains jours et on l'abordera dans quelques secondes avec vous en tout cas. Exactement, à tout de suite Hassan Lakehoul et restez avec nous pour le grand débat du jour. Les vraies voix de l'été sont avec vous, on vous les rappelle. Corinne Tapiero, vous êtes éditorialiste chez nous, chez Sud Radio. Véronique Langlais, qui est présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. On adore la viande. Enfin, après, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, oui, ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. Abel Boy, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Vous êtes toujours là avec nous. Du coup, ça plaît à tout le monde parce que on est tous uniques et tous unis, ça plaît à tout le monde. On a le droit de manger de la viande du coup. Allez, grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Marine Tondelier l'a déclaré aujourd'hui, elle en a marre. La chef des écologistes se dit également en colère, écœurée, épuisée, désolée du spectacle que donne le nouveau Front populaire. Elle critique la guerre de leadership pour s'entendre sur un candidat pour Matignon. Il n'y a plus de table de négociation, il faut le dire, a-t-elle souligné, affirmant que cette situation ne fait que nuire à la crédibilité de la coalition aux yeux du public. La France Insoumise a annoncé lundi la suspension des discussions. Cette décision a plongé la coalition Nouveau Front populaire dans une crise profonde. Marine Tondelier estime que les divisions internes sapent les efforts pour présenter un front uni face aux défis politiques actuels. Elle appelle à un retour à la table des négociations avec un esprit de compromis et de coopération. Parlons vrai. Marine Tondelier a-t-elle finalement livré la critique la plus cinglante du nouveau Front populaire lors de cette période post-dissolution? Quand ça vient des droites ou du centre, ça semble subjectif. Mais là, de la gauche elle-même, c'est que ça doit être vrai. Nous vous posons la question, les auditeurs de Sud Radio, hashtag Marine Tondelier. Êtes-vous écœuré par la gauche? Eh bien oui, vous l'êtes. À 93%, c'est assez clair. Oui. Allez, vous continuez à voter sur le compte X de Sud Radio et puis à nous appeler au 0826 300 300, évidemment aussi. Alors pour nous aider à répondre à cette question, notre invité Frédéric.
Oui, notre invité, alors il vient du Parti communiste, il est secrétaire général des jeunes communistes, Hassan Lakehoul. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Parce que c'était finalement courageux de venir, parce que là, voilà. Et écoutons quand même ce qu'a dit Marine Tondelier ce matin chez nos confrères de France Télévisions pour qu'on ne nous accuse pas de travestir les données du problème, hein, c'est bien ça. Je suis écœurée, j'en ai marre, je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Donc je pense qu'il faut dire maintenant les choses. Il faut dire que les communistes et les écologistes, depuis notre victoire, parce que oui, nous avons gagné, que personne ne s'y attendait, que nous l'avons fait, que nous en étions extrêmement émus, nous et tous nos électeurs. On a suscité beaucoup d'espoir. Cet espoir s'est transformé en colère. Notre joie s'est transformée en honte. Elle y va, c'est clair. C'est fort. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Hassan Lakehoul, parce que vous attaquez très directement, hein, vous les communistes? C'est fort, elle a raison. Moi, je trouve qu'elle a raison de parler en ces termes. Fabien Roussel l'avait fait un peu avant elle. Il disait que fallait que ça aille plus vite, que lui aussi était fatigué, était inquiet du spectacle qu'on donnait à voir aux Français. Ouais. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que on a l'impression que, ok, il y a eu les élections, puis maintenant qu'il y a une espèce de conclave de chefs à plumes dans des négociations pseudo-secrètes. C'est vrai que je trouve que ça donne une mauvaise image. Et ce qui est aussi exaspérant, je trouve, c'est qu'on parle du matin au soir d'un nom de Premier ministre. On parle que de ça. Fini les propositions. On n'entend plus parler on n'entend plus parler du programme. On n'entend plus parler de l'augmentation des salaires, du blocage des prix, de comment on fait pour avoir accès à une bonne alimentation et de qualité. C'est pour ça que ça serait bien de trouver, comme ça vous pourriez reparler du... c'est pour ça, moi je pense que ça serait bien de trouver la méthode là, du consensus. Visiblement là, elle n'a pas marché. Peut-être qu'il faut se dire, de toute façon à la fin c'est les députés qui vont décider. Donc est-ce qu'on ne peut pas avoir un vote des députés ? Des communistes, des écolos, des socialistes et des insoumis. Là, ils sont réunis en ce moment même là pour trouver le nom du chef de l'Assemblée nationale. Qu'ils en profitent. Ah oui, là, faut qu'ils se dépêchent d'ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup de temps là. C'est pour ça. Ouais. Donc moi, je suis d'accord, c'est fatigant. Et donc, ce qui est fatigant, c'est qu'on ne parle plus du programme et on ne parle plus non plus de comment on va faire pour trouver une majorité sur notre projet. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on le sait, ça va être très serré, mais peut-être aussi qu'il faut qu'on aille trouver une majorité dans le pays. Parce que là, on n'a rien réglé. Hein. La gauche, elle reste minoritaire, il faut le dire. Les ouvriers, les employés ont voté majoritairement quand même pour le Rassemblement national. Il va falloir entamer tous ces chantiers. Et là, on parle que d'un potentiel super-héros qui va régler tous les problèmes. Donc ça c'est fatigant, je suis d'accord. Faut qu'on parle du mouvement social, faut qu'on parle de comment on arrive à obtenir des majorités sur notre projet. Corinne Tapireau, une fois n'est pas coutume, je vais citer Marine Le Pen. Tout est mieux qu'un gouvernement du nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, je ne sais pas ce qui est mieux. En tout cas, moi, je suis très dubitative sur les propos de Marine Tondelier, comme si elle découvrait l'eau chaude ce matin, ou l'eau tiède. Il y a toujours eu de très grosses difficultés à s'entendre sur des noms, sur des projets. D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, est en opposition avec le Parti Socialiste depuis qu'il a perdu sa fameuse motion au Congrès de Tours. Donc c'est vous dire s'il a la rancune tenace, cet homme-là. On avait le maître des horloges, avec lui on a le maître du grand bazar, quoi. Vous voyez, c'est à peu près dans cette lignée. Je suis aussi très étonnée d'entendre la gauche, qui est quand même à 110 voix d'une majorité absolue, nous dire qu'ils ont gagné. Enfin, en tout cas, cette coalition, ils n'ont rien gagné du tout. Ils ont simplement été élus contre les candidats de Marine Le Pen, ce qui est pas du tout la même chose. C'est pas une adhésion au projet. Il faut arrêter de leurrer les Français. Je crois qu'il serait sage que ces partis se mettent d'accord ou se mettent pas d'accord. Moi, peu importe le nom qui sortira, de toute façon, ça va être ubuesque et il y aura encore des divisions. Mais ce qui est certain, c'est que la France ne va pas aller bien avec aucune majorité. Donc, aucun projet ne pourra passer, aucune loi, aucun texte. Donc, je ne vois vraiment pas quelle est la clarification que Macron a apportée avec cette histoire de dissolution. Mais une coalition quand même comme le nouveau Front populaire, une coalition de gauche, ça a son importance, Véronique Langlais. Ouais, sauf que pour moi j'ai beaucoup de mal justement par rapport à mon métier à admettre qu'il y ait une coalition quand on voit des profils complètement différents comme Sandrine Rousseau par rapport à Fabien Roussel. Oui. Vous parlez de la viande là. Mais oui. C'est vrai que là, du coup, ça peut servir. Mais en fait, c'est ça aussi le sujet aujourd'hui, c'est comment des profils aussi différents peuvent trouver un accord, puisqu'il s'agit pas forcément du profil, mais aussi de ce qu'il y a derrière ces personnalités-là, quels sont leurs programmes, qu'est-ce qu'ils envisagent. Quand on voit effectivement que ça part
des écologistes à la NUPES. Enfin, ça représente tellement de profils différents et finalement qui ne représentent pas forcément la France, parce que quand on regarde de près les électeurs, qu'ils soient ceux du RN ou ceux effectivement du Nouveau Front Populaire, il y a beaucoup de gens qui ont voté par dépit par rapport à Macron, en fait, qui ont voulu faire leur petite vengeance personnelle. Et on en est là aujourd'hui, c'est qu'il est tombé dans son propre piège, monsieur Macron. Bon, 0826 300 300, Judith, nous appelions les auditeurs, ils sont là. Oui, Baptiste, vous êtes là, toujours. Je suis toujours là. Alors vous, Baptiste, vous êtes écœuré, c'est comme ça que vous répondez à notre question du jour. C'est un peu fort, je commence à être un peu saoulé et un peu déçu, forcément, parce que, en fait, alors, malgré ce que peut dire Corinne, pardon, mais le Front Populaire, le Nouveau Front Populaire, a gagné ces élections, point. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a le plus grand nombre de députés parmi les forces en présence, on peut parler d'une victoire. Alors, attendez, Baptiste, pourquoi non, Corinne Tapiro ? Non, parce que regardez, vous pouvez pas dire que le Nouveau Front Populaire a gagné ces élections. Alors, c'est sûr, quand on additionne les trois, ils ont un peu plus de députés. Néanmoins, les quatre. Les quatre, pardon, excusez-moi, j'en avais oublié. Non, mais je vais dans votre sens pour le coup. Oui. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que là, on a 4 groupes différents. Ils sont d'accord sur rien. D'ailleurs, ils l'avaient promis quand ils se sont entendus pour faire cette coalition qui était faite de la carpe et du lapin, qui était incohérente. Ils étaient d'accord sur rien. Ils avaient dit on fait cette entente et on s'engueulera après. Enfin, une promesse tenue. Voilà, Baptiste, allez-y. Alors, et vous êtes écologiste, Baptiste, c'est ça ? Oui, non, mais je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis désolé, mais en fait, je vous laisse l'insulte de la carpe et du lapin, parce que ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je suis effectivement électeur de gauche, donc je trouve pas que ce soit la lettre de la carpe et du lapin. Quant au programme, c'est peu ou prou le même que le programme de la NUPES en 2022, qui a été mis à jour avec les actualités, notamment la nécessité de taxer les superprofits. Qu'il y ait des différences sur le programme, c'est un fait, et à la limite, c'est le jeu de toute coalition politique, parlementaire, ça existe dans tous les pays démocratiques du monde, et c'est pas grave. L'important, c'est d'être d'accord sur l'essentiel, et je pense que les 4 formations du Front Populaire sont d'accord sur l'essentiel, qui est de lutter contre le dérèglement climatique, de lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté. Ça, c'est le plus important. La deuxième chose que j'aurais envie de dire à Corinne, pardon, mais c'est qu'en fait, cette question ne s'est pas posée quand, en 2022, Macron a eu une majorité relative composée par 3 partis politiques qui, eux aussi, ont des désaccords. Pardon, mais Jean-François Mattei, qui est le patron du MoDem à l'Assemblée nationale, a marqué plusieurs fois sa différence avec Macron. Cette question-là ne se posait pas à cette époque-là. Bon. Abel Boilly, vous avez peut-être envie de nous éclairer. Merci Baptiste. Vous restez dans le coin, on va se retrouver bien sûr après. Ça réagit en plateau, effectivement. Abel Boilly, vous avez peut-être pour moi, la envie de nous problématique, c'est que même là, on parle toujours de casting et on parle pas des électeurs. On a quand même failli avoir, on appelle ça l'extrême droite, Monsieur Bardella, peu importe, en Premier ministre. Ça a fait peur à beaucoup de monde, indépendamment d'être partisan ou pas. Il y a des gens qui étaient pour, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Et il n'y avait qu'à voir le dimanche soir, justement, tous ces gens pleuraient, notamment place de la République et dans beaucoup de rues de France. Donc il y a un espoir qui est né. Maintenant, la problématique au niveau de la communication de ce nouveau Front Populaire, c'est qu'on avait l'impression qu'au début, fallait limite les applaudir parce qu'ils avaient concocté un programme en 10 minutes, donc c'était un exploit. Ensuite, on nous a annoncé la nomination d'un ou d'une première ministre potentielle, donc c'était dans quelques jours, à la fin de la semaine, non, dans quelques heures, non, finalement, dans d'autres pays, ça prend plusieurs mois. Donc au final, les électeurs de gauche, où est-ce qu'ils se retrouvent ? Il y a les électeurs de gauche et ceux qui ont voté contre les autres aussi. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une communication, c'est assez compliqué et c'est désolant en fait. Moi, j'ai beaucoup... Parce que personne veut l'entendre, quoi. Mais oui, mais c'est désolant, mais même au niveau de ce qui a été dit, bon, effectivement, on peut dire que c'est beau, on peut tirer notre chapeau parce qu'elle aurait été honnête, mais les coalitions sont toujours remplies de disputes. Si on remonte dans l'histoire, Georges Marchais a bien claqué la porte au nez de François Mitterrand pour 1981. Donc c'est faux de dire qu'on marche main dans la main en chantant Wine the Saints avec des roses à la bouche. Donc là, ça donne envie de chanter. Donc la problématique, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce que la communication ne rime pas, ou en tout cas ne soit pas interprétée comme une manipulation pour les électeurs. Alors je le rappelle, le secrétaire général des Jeunes communistes est avec nous en plateau sur Sud Radio, Hassan Lakehoul. On se titillait avec Corinne en disant non, c'est pas 3, c'est 4. Finalement, ça m'amène à cette question. C'est pas 3 plus 1, le Front Populaire aujourd'hui, le nouveau Front Populaire? Non, c'est 4 forces qui se sont rassemblées, et d'autant plus que, comme je vous disais, jusqu'à présent... Dont 3 compatibles?
3 incompatibles. Dont 3 compatibles et une incompatible. Non, je pense qu'il y a 4 forces qui se sont rassemblées. LFI, c'est pas incompatible avec vous ? Non, il y a 4 forces qui se sont rassemblées parce qu'on est d'accord sur l'essentiel. Évidemment qu'on a des divergences et on en a pas mal parlé ces derniers temps. Mais plus avec le 1, c'est pour ça que je dis 3 plus 1, non ? Ça dépend des sujets, mais si on était d'accord sur tout, on serait dans le même parti. Donc évidemment qu'on a des divergences. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté à gauche et qui ont été, je crois, rassurés au soir du second tour. Beaucoup de gens qui avaient peur. Donc il ne faut pas les décevoir. Et je pense qu'il faut parler aussi des idées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont voté pour faire barrage, et il faut quand même qu'on se dise, il y a le Rassemblement National qui a fait un score record. Donc maintenant, il faut un peu qu'on regarde les choses en face et qu'on crie pas, super, on a gagné. Il faut qu'on entame de grands chantiers. Comment on fait pour reconquérir les classes populaires ? Comment on fait pour faire en sorte que les ouvriers et les employés regardent dans notre direction ? Parce que on va pas pouvoir parler et faire à la place d'eux à vie. Là, on va dire pour un coup de bol, on a fini en tête des élections, mais des coups de bol, il n'y en aura pas tout le temps. Donc il faut qu'on entame de grands chantiers. Comment on arrive à reconstruire nos organisations ? En tout cas, nous, on est au boulot là-dessus. Les jeunes communistes, on lance une grande campagne de renforcement sur 10 revendications simples, sur l'éducation, le travail, la paix, de manière très simple. Comment on fait pour changer la vie ? Comment on fait pour conquérir de nouveaux droits ? Et ça, je pense que c'est ça aussi le sujet. C'est pas que les élections, que l'Assemblée, parce qu'en plus, on voit que la majorité, si tant est qu'il y en a une, est très très fragile. Donc ça va pas se jouer qu'en l'Assemblée. Il faut qu'on renforce nos organisations et qu'on crée un mouvement social pour appuyer ce qu'on dit, parce que sans ça, ça marchera pas. Et on a beau mettre quelqu'un, un sauveur suprême ou je sais pas quoi, nous dans l'international, on dit ni Dieu, ni César, ni tribun, ni Premier ministre du Front Populaire, faut le dire. Et donc on aura besoin d'un mouvement social, des gens qui ont voté pour nous, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour nous, pour aller les convaincre si un jour on va être majoritaire. Qui est important, si vous me permettez. Vous savez, François Ruffin a cette citation que j'aime beaucoup quand il dit qu'il faut réunir la France des bourgs et la France des tours. Oui. Vous qui êtes jeune, donc vous êtes concerné par les problématiques de la jeunesse, attention aussi à ne pas opposer la jeunesse des quartiers populaires avec la jeunesse des campagnes, en fait, parce que c'est la jeunesse française. Moi, je travaille auprès des 2 jeunesses avec mon association et c'est les mêmes problématiques, en fait. C'est juste qu'au niveau des territoires citadins, vous avez plus de monde au kilomètre carré. C'est exactement les mêmes problèmes, le même sentiment d'abandon. On parlera pas de l'État, des services publics ou autres. Donc, faut faire très attention à ça parce que ça peut être source de division au final. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez évidemment. Simon, vous nous appelez de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour Bénédicte, bonjour Frédéric, bonjour à vos intervenants. Oui, je m'appelle Judith. J'aime bien être nommée comme ça, Bénédicte. Ça m'irait bien. Je vais vous dire, on l'a tous fait. Il l'avait sur le bout de la langue. Et d'ailleurs, depuis le début de semaine, on appelle ça faire une Joe Biden. Voilà, vous avez fait une Joe Biden. Allez-y Simon. Alors Simon, vous dites que c'est prévisible tout ça. C'était prévisible de toute façon. Comme on l'a dit, tout le monde le dit, la carpe et le lapin, ils ne peuvent pas s'associer. D'autant qu'il y a trop d'ego et puis il y a le sectarisme de gauche qui a joué contre les oppositions et qui jouait même contre les propres partis qui sont les plus proches. Donc le résultat était attendu. Ils sont capables de compromission, d'un compromis uniquement pour s'opposer, mais après ils font preuve de compromission. Donc c'est pas possible. On peut rien attendre de toute façon avec des gens qui sont pas faits pour s'associer. C'est comme si on avait 4 minorités qui se sont associées pour essayer d'avoir un semblant de majorité, quoi. Donc le résultat était attendu. Pas de compromission, mais des compromis, Corinne Tapiro. Moi, c'est ça que j'ai retenu de ce que vient de dire Simon. Oui, c'est ce qu'on peut retenir, mais ça n'ira pas. Ils ne feront pas de compromis non plus. J'y crois pas une seconde. Ils sont pas capables de s'entendre sur, contrairement à ce que vous dites, sur l'essentiel, même si vous avez un programme. D'ailleurs, on a très peu parlé des programmes pendant cette campagne des législatives, et c'est bien dommage. On a parlé que de la peur du RN, de Bardella, premier ministre ou autre. C'était une campagne quelque part sans intérêt. Il y avait un enjeu très fort, mais il n'y avait aucun intérêt. Même les débats qui ont été organisés, on ne sentait pas une volonté de faire progresser les grandes idées, parce qu'il y a quand même des vrais sujets. Le sujet qui a été très peu abordé, ça a été notamment l'éducation, la santé, l'alimentation. Et au profit d'un vocable un peu générique qui serait l'environnement devant lequel on devrait tous être béats. Or, il peut s'aborder d'une manière totalement différente de celle de la façon dont on nous le présente. Pardon. Hassan Lakeoul, je rappelle que vous êtes secrétaire général des Jeunes communistes. Donc, qu'est-ce qui
vous exulte dans le programme du nouveau Front Populaire, et qu'est-ce que c'est la première mesure à mettre en place selon vous ? Si oui, moi je pense que si, on est d'accord sur l'essentiel. Augmenter les salaires, pas que le SMIC, parce que sinon, on va dire, il va y avoir toute une partie de la population au SMIC. Augmenter les salaires, bloquer les prix, supprimer la réforme des retraites et supprimer les réformes de l'éducation nationale. Parce que là, quand même, comment vous les payez ces salaires ? C'est ça que je trouve incroyable. Ça, c'est ce qu'on nous dit souvent, mais je pense que toutes les grandes entreprises du CAC 40, moi je me fais pas de soucis pour elles, avec les milliards qu'elles dégagent pour leurs actionnaires. Il y a des artisans. Je parle de celles-là, moi je me fais pas de soucis. À mon avis, elles peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Et puis les petites entreprises, les TPE, les PME, les artisans, on va les aider. Avec quel argent ? Notamment avec l'argent des grosses entreprises. Et pour ça, c'est sûr. Par contre, il va falloir aller chercher l'argent là où il est, chez les gros, chez le capital. Et donc là, évidemment que pour ça, il va falloir un rapport de force. Allez, merci à Hassan Lakéoul, c'était courageux de venir sur le plateau ce soir. Merci à vous. Et si vous avez un nom, vous nous appelez, vous nous le dites. Sans problème. Scoop sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des Jeunes communistes, Hassan Lakéoul. Merci d'être venu par ici. Alors évidemment, chers auditeurs, vous restez avec nous parce qu'on se détend un petit peu. Là, il y a un truc qui plaît beaucoup à Frédéric Brindel qui arrive juste après. Le quiz de l'été. Il vous l'a concocté, il est au chaud. Maxime ne peut pas jouer, donc on aura des points. Tout va bien. Reste C'est notre avec réalisateur, nous. Maxime. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et pendant les vraies voix de l'été, on joue, on fait le quiz. Oui. Aïe, aïe, aïe. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, et je vous annonce le thème du jour. Ouais. Bon, le thème c'est les fleuves, comme la Seine où on se baigne maintenant. Les fleuves et les mers. Les océans. J'ai compris MIRE, moi. Et alors, si vous avez envie de jouer, vous, les auditeurs de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous serez notre auditeur du jour, notre auditeur fil rouge, et vous pourrez jouer en face d'une de nos vraies voix. On est toujours avec Baptiste. Baptiste, vous êtes là, hein ? Ouais, je suis toujours là. Ouais. Vous savez que vous allez choisir votre coéquipier ou coéquipier. Vous savez plus ce que j'allais dire. On a tellement de points en commun que ça risque d'être Corinne, forcément. Moi j'avais peur, ouais. Vous prenez des risques, hein. Alors, allez, c'est parti. Donc, qu'on peut réconcilier la droite et la gauche. Mais moi je suis pas fâché avec personne. De toute façon. Bon, donc je précise, nous avons Véronique Langlais avec Abel Boilly et nous avons donc notre auditeur Baptiste avec Corinne Tapiro. Je rappelle que la première des deux équipes arrivée à 4 bonnes réponses a gagné. Judith va lancer le jeu. Il vous suffira de trouver l'interprète de la chanson concernée. Mais c'est chanson, mais j'avais rien compris. En plus, vous étiez là la semaine dernière. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas des chansons. Mais c'était bien vous avez bien oui, Corinne Tapiro. Le quiz musical. Alors je suis Frédéric Brindel et voici Judith Belair. Très bien, merci. Allez, on fait l'extrait numéro 1. C'est parti pour le quiz de l'été. Claude François. Abel Boilly. Yes. Eh oui. Je peux faire la Claudette sur le Nil. Ça vous irait bien. Est-ce que vous vous baigneriez dans le Nil? En maillot à paillettes, Véronique. Oui, complètement, j'en ai. Bon voilà, oui, on doit avoir ça en commun, je pense. On va demander à Madame Hidalgo de se baigner dans le Nil aussi, hein, parce que il y a des crocodiles dans le Nil. Ah ouais, Ah d'accord. Ouais. Bon, Baptiste, vous êtes là. Des choses troubles. Voilà. Ils ne mangent pas toutes les viandes, les crocodiles. Et Baptiste. Bon. Et Baptiste est bien là et il est bien avec Corinne. Baptiste, il faut qu'on se réveille là. Hein. Alors, celle-là, elle est facile, Baptiste. Vous êtes prêts? Vous écoutez bien? Oui. Extrait numéro 2. Merde, je connais que. Oui, mais je l'ai. Je l'ai. Mais je l'ai vu. Tcha-tcha-tcha. Ça fait chanter, hein. Niagara. Bravo. Qui a dit Niagara? C'est moi, c'est Véronique. 2-0. Eh ben ça fait 2. C'est mort là. Allez, alors faut qu'on se réveille, hein. C'est plus possible. Baptiste, allez, vous êtes prêts? Bon, et Baptiste, en plus, vous vous faites aider parce que j'entends que vous demandez de l'aide à un ami. Il a Shazam. C'est des collègues de travail. Vous êtes au boulot. Alors, qu'il vous aide alors quand même. Bon, c'est pas foufou pour l'instant. bon, ça fait 2-0. Allez, vous êtes prêts? Extrait numéro 3. C'était chouette les filles du bord de mer. Putain, je connais pas me remettre. C'est Salvatore Adamo. Oui. J'étais pas née. Bravo, Baptiste, c'était la plus dure celle-là. Bien sûr. Ouais. Alors ça fait 2, hein. 2-2.
Non, 2-1. Non, 2-1. Stop. Vous avez raison de compter les points. Je les compte. Allez, extrait numéro 4. Doré, argenté, non. Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. C'est pas les frérots de la Vega. Oui, Baptiste. C'est ce qu'on appelle une remontada. Ouais, c'est bien. Ça fait 2-2. Rien ne va plus. Je rappelle que les vainqueurs sont C'est pas comme Didier Deschamps. ceux qui arrivent à 4 points. Et pourquoi vous branchez pas le micro de Corinne? C'est vrai qu'ils l'ont éteint. Extrait numéro 5. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent. J'ai la passion d'être amoureux. Oui. Mais quelle culture! Je suis impressionné là. Vous tuez. Jamais un auditeur n'a fait autant la différence. Mais quel âge il a, Baptiste? Ils sont plusieurs. Quel âge il a, Baptiste? Quel âge vous avez, Il a Baptiste? l'âge. Le Front populaire. Balle de match, hein. Balle de match. Extrait numéro facile. 6. Avec. Et donc les amis, le dernier extrait. nous avons vraiment la situation idéale pour nous, Judith et moi. Qui marque le point, hein? C'est Véronique. C'est Véronique. Donc ça fait. J'ai choisi la mauvaise partenaire. Ah oui, mais je vous avais dit que prenez des risques. Particulier. Donc ça fait 3-3 balles de match. Quel suspense. Eh bien, le dernier extrait, c'est tout de suite. Je serai dilettante de rire en sentant la mort venir. Julien Doré. Non. Violet. Benjamin Biolay, Lyon. Chapeau Baptiste quand même. Bravo Baptiste, bravo Abel, bravo tout le monde. Bravo Véronique, Corinne, Maxime, notre réalisateur. Je n'ai pas fait de bruit. Et vous aussi Judith. Et vous aussi Frédéric. C'est pas facile. Soyons fous. Merci Baptiste. 0826 300 300 si vous avez envie de réagir, de jouer avec nous évidemment, vous pouvez le faire. Et puis dans 10 minutes, ça va être le tour de table de l'actu des vraies voix. Et juste avant, eh bien vous avez la parole avec Félix Mathieu, donc surtout restez là. Corinne Tapiero, vous la connaissez, c'est notre éditorialiste, elle est là et elle est remontée parce que c'est la remontada. Ah, oui. Véronique Langlais, elle est remontée aussi. Tout le temps. Et puis en plus, elle est en vert. Alors vraiment. Et puis Abel Boilly, qu'est-ce qu'il fait, Frédéric Brandel? Alors il est président de l'association Tous Uniques et Tous Unis. C'est l'occasion de le rappeler parce que c'est une très belle association à l'image de justement de son président, Abel Boilly. Et puis Véronique, quand même, je le dis, ce que vous faites aussi parce qu'on l'a pas dit. Vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Et puis parce que Véronique Langlais est française. Et absolument. Elle parle très mal l'anglais d'ailleurs. J'y ai pensé aussi. Ouh là là. Bon, allez, vous avez la parole. Les vraies voix Sud Radio. Alors vous avez la parole Félix, on revient sur ces accusations contre l'abbé Pierre, plusieurs femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement. Des faits qui auraient été commis entre la fin des années 70 et 2005, c'est la conclusion d'un rapport indépendant commandé par Emmaüs et par la Fondation Abbé Pierre. Alors pour rappel, l'abbé Pierre est mort en 2007, les deux associations indiquent avoir confié ce rapport indépendant au cabinet spécialisé EGAE suite à un premier témoignage. En tout cas, après ces révélations choc, l'Église catholique fait part de sa honte et de sa douleur dans un communiqué. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Violaine de Philippi Sabat, avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Quand on parle d'une personnalité, quasiment d'une icône disparue il y a 17 ans, est-ce que les conséquences peuvent être autre chose que symboliques? Est-ce qu'il peut y avoir des suites juridiques à ces révélations? Alors, juridiquement, on ne peut pas porter plainte contre une personne décédée. D'ailleurs, quand ça arrive au cours d'une procédure, le parquet est contraint de constater le classement, c'est-à-dire l'extinction de l'action publique. Mais là, on a quand même un sujet de société. Ça peut servir à faire réfléchir, et à montrer qu'en réalité, ces agressions, elles se déroulent de partout. Et souvent dans des lieux qu'on ne soupçonnerait pas, en fait. Parce que c'était une personne respectée, et donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'en étonner. Alors qu'en réalité, on regarde des statistiques, c'est très courant. Ça peut être un voisin, ça peut être un cousin, ça peut être un frère tout à fait respectable et respecté, qui en réalité va agresser ou violer des femmes.
Et alors, justement, Violaine de Philippis-Abat, quand on est victime et qu'on ne peut pas faire d'action en justice, qu'est-ce que vous conseillez, vous qui êtes spécialiste, pour réussir à se soigner quand même ? Je pense que dans tous les cas, c'est-à-dire que l'action judiciaire soit ouverte ou pas, quand on est victime d'agression ou de viol, le suivi psychologique est quelque chose de primordial qui commence à s'améliorer en France, notamment grâce au virage MeToo, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, il y avait très peu de psys formés aux troubles de stress post-traumatique, à la mémoire traumatique. Il y en a encore peu aujourd'hui, mais quand même, il y en a un peu plus. Donc c'est qu'il y ait une démarche judiciaire ou pas, l'accompagnement, l'écoute et le fait de pouvoir s'adresser à un professionnel ou une professionnelle formée, c'est très important et je pense que c'est même primordial pour aller mieux ensuite. Abel Boilly. Effectivement, c'est important de pouvoir continuer à développer ce qu'on appelle toujours les métiers du care et le suivi des victimes, en fait, parce que une victime, souvent, elle se sent seule, surtout quand son oppresseur ou son agresseur présumé est tout puissant, comme on a pu le dire tout à l'heure, quand il y a tout un système politico, économico, médiatique et humanitaire, parce que c'était le domaine de l'humanitaire, c'est la main sur le cœur, c'est l'aspect de la religion, mais on ne doit plus s'étonner de rien aujourd'hui. Un prêtre renommé, un imam, un rabbin, n'importe qui, le voisin, comme ça vient d'être dit, tout le monde peut être un agresseur potentiel, tout le monde peut être une victime potentielle. Alors bien entendu, il faut faire attention à ne pas mettre des accusations à tire-larigot. Néanmoins, moi je ne suis pas étonné que l'abbé Pierre puisse être accusé aujourd'hui. En fait, aucun nom ne m'étonne parce que je ne mets personne sur un piédestal, étant moi-même engagé très fortement sur la question des violences, de la lutte contre les violences faites aux femmes, pardon. Finalement, Violaine de Philippis-Abat, c'est quoi le sens de la part de ces associations fondées par l'abbé Pierre d'aller commander ce rapport à un cabinet indépendant? Si on n'est pas dans des suites juridiques, c'est avant tout crever l'abcès, c'est avant tout laisser la vérité éclater, montrer que même des icônes qui paraissent incontestables, incontestées, eh bien finalement peuvent avoir cette vérité-là aussi. Oui, je pense que cet audit interne, il est primordial puisqu'il va aussi servir à regarder si aujourd'hui il y a des personnalités problématiques dans ces groupements. Parce que si ça a eu lieu, je crois que ça s'est terminé vers 2005, a priori, d'après ce que j'ai pu lire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, qui étaient les personnes qui étaient potentiellement au courant? Est-ce qu'il y a eu d'autres agresseurs qui sont peut-être encore dans ces structures? Donc, faire un audit, ça me paraît vraiment très important, oui. Corinne Tapireau. Oui, ce qui est important, c'est déjà d'écouter la parole des femmes et qu'elles soient reconnues dans la souffrance qu'elles ont vécue à une époque où on ne parlait pas de ces sujets, où ils étaient étouffés et mis sous le boisseau. Il est vrai qu'il va y avoir... je trouve que la Fondation Emmaüs a eu beaucoup de courage de diligenter cette enquête, mais maintenant, il va falloir voir les suites, parce qu'il va y avoir aussi une vraie volonté d'étouffer un certain nombre de choses, et peut-être effectivement des protagonistes encore en vie qui vont avoir besoin de se sentir protégés, et ça va peut-être être plus compliqué. Véronique Langlais, vous qui êtes une femme, on peut le dire, dans un métier d'homme, on imagine que vous avez dû aussi avoir à faire parfois dans votre vie, au cours de votre vie peut-être, à certains comportements. Ouais. Finalement, on se rend compte qu'aucun milieu n'est épargné, quoi. Non, surtout pas. Enfin, surtout pas. Et au contraire, j'espère que les paroles vont se libérer, parce qu'il y a effectivement de nombreux prédateurs, parce que j'appelle ça des prédateurs, qui se sentent complètement intouchables. Et j'espère que les paroles de femmes vont se libérer, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Il n'y a aucune vraie punition contre ces personnes qui agissent parfois sciemment, en plus. Enfin, ils sont conscients du mal qu'ils font. Il y a un terme qui est employé parfois à tort, qui est le pervers narcissique. Néanmoins, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors on parle là du monde de l'Église, mais c'est aussi très présent dans la politique. On n'en parle pas malheureusement, mais effectivement les séquelles sont souvent sur du très long terme et sont malheureusement irréversibles. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura des suites dans d'autres domaines. Alors justement, Violaine de Philippis-Abat, je le rappelle, vous êtes avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. On peut imaginer, alors je ne sais pas si l'abbé Pierre avait de la famille ou des proches, mais peut-être que ceux-ci voudront aussi faire entendre sa voix. C'est un petit peu particulier, vous l'avez rappelé, il est décédé depuis 2007. Comment ça peut évoluer finalement, parce que là, et nous en sommes l'exemple, finalement, l'objet médiatique va se saisir de cette affaire.
Oui, les journaux, le pouvoir journalistique est aujourd'hui très important. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans un État où la justice manque de moyens, où les enquêtes sont globalement quand même assez mal faites. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est plusieurs rapports, dont un rapport de l'Inspection générale de la justice. Et donc, les enquêtes journalistiques, quand elles sont bien faites, ce qui arrive souvent, peuvent servir même au parquet. C'est-à-dire que là, typiquement, s'il y a d'autres personnes qui sont soupçonnées et que les faits ne sont pas prescrits, on peut tout à fait envisager que ces personnes soient ensuite poursuivies dans le cadre d'une enquête préliminaire par le parquet. C'est des choses qui sont possibles. Merci beaucoup Violaine de Philippi-Sabat. On rappelle que vous êtes avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Merci d'être venue témoigner aujourd'hui. Et merci à Félix Mathieu aussi. Félix Mathieu. Avec plaisir. À demain. À demain. Et puis vous restez avec nous. Dans un instant, ça va être le tour de table de l'actu des vraies voix. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Vous restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. Vous êtes prêts pour une aventure inoubliable en famille à Port-Aventure? Vous le connaissez, notre numéro c'est le 0826 300 300 si vous avez envie de réagir, donner votre opinion, passer un coup de gueule. On est là avec les vraies voix de l'actu. Et tout de suite, qu'est-ce que c'est? C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Ils sont prêts. À table, c'est vrai. Ce que je vais te dire, c'est sérieux et puis c'est même grave. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je pense que votre question est idiote. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le tour de table de l'actualité. Eh bien, c'est Abel Bowie qui commence, oui, Frédéric. Alors on ouvre un chapitre baccalauréat. Mais alors vous, plus précisément, Abel Bowie, dans le milieu du sport. Et vous dites que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Ou du moins, je me pose la question, parce que c'est un sujet très sensible. Lorsque l'on parle du bac de façon très globale, combien d'enfants n'ont-ils pas entendu de la part de leurs parents, tu vas au moins jusqu'au bac et après tu feras ce que tu veux. Le bac était cette sorte de totem en plus qui, dans le cheminement d'un jeune, concrétisait en fait le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Moi, je suis un bachelier de l'an 2000 et déjà à cette époque, il y avait quand même des discussions sur le niveau du bac qui baissait, qui n'était pas aussi valorisé et valorisant que le bac des années 60, 70, 80. Mais aujourd'hui, le bac représente toujours, en tout cas, une valeur importante pour les familles, pour les jeunes, mais je trouve qu'il y a une injustice dans le milieu du sport. Alors je me garderai de citer des noms, bien entendu, pour éviter toute poursuite en diffamation, mais il y a des choses que l'on sait. Et puis moi, ce qui m'agace, c'est d'avoir des témoignages chaque mois de juillet, que ce soit dans le milieu du foot, que ce soit dans le milieu du basket, que ce soit dans le judo ou ailleurs, des jeunes, parce qu'ils sont bons dans leur domaine, qui passent au rattrapage. Et puis, qui le jour du rattrapage, on leur demande allègrement, il vous manque combien de points pour avoir votre bac? On voit certaines personnalités, certains responsables de centres de formation ou d'académies sportives se balader dans les couloirs d'établissements scolaires avec le ou la proviseur de l'établissement pendant les épreuves de rattrapage, alors que normalement, ils ont des passes droits, en fait. Voilà. Et on sait même qu'il y a des personnes qui sont recrutées par certains centres de formation de foot, certaines académies sportives pour faire remonter artificiellement les pourcentages de réussite au bac. Alors bien sûr, quand on posera la question concernée, tout le monde dira non, ça n'existe pas, mais en off, tout le monde sait que ça existe. Des joueurs prennent la parole, des jeunes joueurs prennent la parole. J'ai encore eu de nombreux témoignages cette année, et ma question c'est, sommes-nous logés à la même enseigne devant tant d'injustices, tant d'incohérences, et pourquoi est-ce que l'éducation nationale, qui est parfaitement au courant de ces dérives, ferme les yeux? Corinne Tapiro, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Alors, ce qui est un peu nouveau, c'est effectivement d'expliquer les choses sur une population particulière. On a quand même un bac qui est censé être national. On sait que tous les ans, il y a des consignes d'indulgence. On demande aux examinateurs de noter avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus largement. Ce qui fait que de 70, en 1970, il y avait 20% de bacheliers. On en est à 91,4% cette année. Mais c'est que ça interroge aussi quand on voit les résultats des élèves aux enquêtes internationales où les élèves français sont dans le peloton de queue, donc il y a quand même une vraie distorsion. Mais sur l'injustice, de toute façon, une épreuve orale, les épreuves de rattrapage sont à l'oral, ça reste effectivement tout à fait opaque. Quand il n'y a qu'un seul examinateur dans la salle, il y a une vraie part de subjectivité, il y a une vraie part de subjectivité.
que un chef d'établissement des élèves puisse être présent, ça c'est juste pas acceptable. Et je crois qu'il faut absolument le dénoncer. Et je pense qu'il faudrait même que les enfants qui auraient été victimes de ça aillent plus loin. Bon, de toute façon, ça changera plus grand-chose. Maintenant, les épreuves sont passées, les jurys ont fini de délibérer. Mais on a quand même des interrogations sur la validité de ce bac. Avec le contrôle continu aujourd'hui, on voit des établissements de prestige qui avaient l'habitude de noter très sèchement et très sévèrement leurs élèves commencer à assouplir leur notation pour ne pas les pénaliser au moment des épreuves terminales. Donc il y a des questions sur ce baccalauréat qui restent encore sans réponse et c'est sans fin, quoi. Du coup, Véronique Langlais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la fin de l'excellence? Alors justement, moi je vais vous dire, j'ai mon bac à plomb, j'ai mon bac à sable. C'est joli ça. Et vous avez votre bac d'anglais? Non, j'ai bac pro. J'ai bac pro. Non, mais moi, ce qui me dérange aussi, c'est que on parle du bac, mais qui parle de l'apprentissage? De l'apprentissage. Mais oui, et on a le même sujet dans l'apprentissage. Alors pas par rapport au passe-droit, mais on a effectivement beaucoup plus aussi de candidats qui sont sanctionnés par un diplôme qu'auparavant. Mais on voit aussi que le niveau est un petit peu plus bas. Voilà, mais nous, ça peut se rattraper, étant donné qu'après, on travaille permanente, à améliorer nos compétences. Bon, bien sûr. Bah justement, c'était votre tour de table qui arrive. Ben voilà, ça tombe bien. Alors vous, Véronique Langlais, on reste dans les bacs à sable, mais vous dites que ça joue les gamins pour la bonne place de Premier ministre. Et, alors non, et que pendant que ça se passe ça... C'était pas ça, c'est pas mon ce sujet-là. Non, mon sujet, c'était pas ça. Ça aurait pu être ça. De toute façon, mais je vais revenir là-dessus, de toute façon, parce que je vous explique. La main et vous choisissez. Vous voulez, en fait. Alors, en fait, c'est un coup de gueule. C'est justement un coup de gueule, mais qui va rebondir sur ce que vous dites, Judith. C'est-à-dire que là, on est en train de débattre, effectivement, pour savoir qui sera candidat, qui sera Premier ministre et qui sera candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Néanmoins, sur le territoire, tout continue en fait. Et ce que je dénonce aujourd'hui, c'est un coup de gueule. C'est que il y a 15 jours, on avait une entreprise, la dernière entreprise de jantes. mais vous m'avez pas laissé terminer ma phrase. Vous allez dire, alors que ça joue les gamins pour la bonne place de Premier ministre, des industriels ferment. Mais voilà, j'ai pas pu terminer. D'accord. On était donc d'accord. Donc à Châteauroux, vous aviez la dernière entreprise de jantes française, 160 salariés, qui a fermé il y a 15 jours dans la méconnaissance totale. Oui. Ouais. Hier, vous aviez la célèbre entreprise Caddy que tout le monde connaît, tout à fait. Qui est devenue quand même dans le langage courant, qui est aussi en liquidation judiciaire et qui devrait fermer, et là qui se retrouve avec 110 salariés. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui correspond complètement à mon métier, puisqu'il s'agit d'un abattoir, enfin anciennement un abattoir, qui est atelier de découpe, qui est en Ille-et-Vilaine, 60 salariés, qui va fermer aussi. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est que font nos politiques, qu'est-ce qui est envisagé, notamment pour les industriels, parce que je rappelle que Monsieur Macron disait s'être mobilisé, ainsi que Monsieur le maire, pour valoriser nos entreprises et notamment nos industriels. Mais que font-ils? Alors, que font nos politiques? C'est une vraie question et on va pouvoir y répondre juste après la pause. Merci pour ce tease, Véronique Langlais. Et vous, les auditeurs, vous restez là parce que c'est bien intéressant. Mais que font-ils? Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Mais que font-ils? On se le demande, nos politiques. Je réagis. Après la pause, on aura la réponse à la question de Véronique Langlais. Voyez, chers auditeurs de Sud Radio, vous n'avez rien. Vous n'avez rien raté. Voilà. Alors l'idée, c'est qu'on l'aura pas la réponse à Véronique Langlais. Alors remettez-nous un petit peu dans ce que vous disiez pour qu'on puisse réagir. J'étais sur les dépôts, les dépôts de bilan entre guillemets de nos grosses entreprises, de nos industriels, qui sont très hémorragiques et qui se passent dans la différence générale en fait. Alors vous parliez de Caddy, vous parliez d'une autre entreprise. Je parlais d'Imperial Wheels à Châteauroux, et puis je parlais des jantes. Et puis je parlais de l'abattoir AIM en train. Et en fait, le sujet, c'est aussi le coût de production et le programme de l'extrême gauche qui veut encore augmenter les salaires. Et en fait, ça colle pas avec nos modèles. Et c'est là, en fait, ça colle pas avec les charges qu'on paye aussi. Tout à fait, avec nos modèles. Donc, on peut le dire. Ça colle pas avec la compétitivité, surtout. La solution va être difficile. 600 € à une entreprise, ça lui coûte 3002, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut le dire quand même. Abel Bouy, vous avez envie de réagir à ça? Alors moi, je dirais que
que font-ils les politiques? Ils parlent beaucoup. Ils font des tweets, ils font des selfies, donc c'est bien joli. Mais ce que je veux dire, c'est que la parole politique ne sait pas s'inscrire dans le temps long. Ça, c'est une problématique que l'on voit sur tous les sujets. On est dans une société qui sort de quand même plusieurs dizaines d'années de désindustrialisation intensive, parce qu'il fallait courber les chines devant les gros groupes mondiaux. Mais il faut pas croire qu'en un quinquennat ou même en 10 ans, on va pouvoir réindustrialiser le pays. Je pense qu'il faut être vrai avec les Français. Il faut parler vrai, ça va prendre du temps. Ça va prendre peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et tant que l'on continue à mentir aux Français, à leur faire croire du n'importe quoi, on voit, il y a les paroles, mais il y a la casse sociale qui continue sur le terrain. Et l'appauvrissement. Exactement. Combien d'entreprises vont fermer aujourd'hui et combien d'entrepreneurs vont avoir des pensées suicidaires suite à ça? On ne parle pas aussi du bien-être du chef d'entreprise parce que c'est quand même une pression. C'est mon sujet. Ah bon, je vous ai volé votre sujet? Non, pas du tout, mais je suis sentinelle d'Apesa. D'accord, que vous devez connaître. Qu'est-ce que c'est Apesa? Alors Apesa, c'est une association, merci Abel, c'est une association qui gère les problèmes des chefs d'entreprise qui sont parfois en burn-out pour éviter le suicide. Et via cette association, les sentinelles sont appelées à décrypter des comportements de mal-être des chefs d'entreprise pour les orienter vers Apesa qui, via des psychologues, écoutent et via des avocats aussi, écoutent et aident des chefs d'entreprise parce que il faut savoir aussi que quand on a une situation dramatique dans nos entreprises et que nous avons des salariés, on se préoccupe aussi de la vie de nos salariés, de leur famille et que ça nous pèse, qu'on est responsable de cela. Et c'est vrai que nos politiques, encore pardon de repartir vers eux, mais une fois qu'ils ont la jolie place à l'Assemblée nationale, ne sont pas toujours enclins à avoir cette empathie. Bien sûr. Bien, alors, c'était donc votre tour de table, Véronique. Mon coup de gueule, Langlais. Oui, c'est un coup de gueule, appelons-le comme ça. Eh bien, voyons si Corinne Tapireau va se contenter d'un tour de table ou d'un coup de gueule. Ça ressemble au coup de gueule quand même, parce que vous voulez évoquer la pénurie des médicaments. Oui, je vais évoquer la pénurie des médicaments, parce qu'après l'épidémie de Covid, comme je suis un citoyen discipliné, j'ai écouté la parole du président de la République, qui nous a promis la main sur le cœur, qu'il allait restaurer toute cette partie d'économie stratégique dont la France avait cruellement besoin, et notamment dans le domaine des médicaments, puisqu'on s'était aperçu qu'on manquait d'à peu près tout. Il se trouve que depuis 2021, on a un accroissement de la pénurie des médicaments. Il manque à peu près 4500 médicaments, 4900 médicaments régulièrement dans les pharmacies, et qui viennent handicaper non seulement la vie des pharmaciens, parce qu'ils passent énormément de temps à chercher des médicaments de substitution. On a eu une annonce un petit peu de communication, comme d'habitude, comme ce que savent faire les politiques. On parle. Et ils ont donc expliqué, après la grève des pharmaciens, qu'ils allaient lancer un pacte anti-pénurie en demandant aux médecins de prescrire autre chose. Sauf qu'il y a des médicaments, et notamment les médicaments cardiovasculaires, les médicaments pour le diabète, qui ont besoin d'une adaptation. Donc quand vous changez de médicament, c'est pas vous changez d'un cachet pour un mot de tête, quoi. Donc il y a vraiment des difficultés d'adaptation, et je trouve que c'est absolument pas normal. Alors les raisons de cette pénurie, elles sont assez simples. C'est que l'Occident a rêvé d'un monde où on produirait en Chine. Ici, ce serait des services, moralité, les services se meurent. On paupérise des territoires entiers qui se vident de leur population parce qu'il n'y a plus d'emplois. Mais c'est que, avec cette mondialisation, on a juste quelques entreprises qui sont situées en Asie, qui produisent les médicaments. Mais on a aussi des grands groupes qui, par exemple, avec le Clamoxyl, ne fournissaient pas les distributeurs pour les pharmacies, mais eux avaient des stocks. Donc il y a aussi une rétention. Pourquoi? Parce que la France a des prix très bas de médicaments, et ces entreprises préfèrent vendre à des pays et préfèrent vendre à des pays qui payent plus cher. Véronique Langlais, on en revient un petit peu à ce que vous disiez sur la désindustrialisation. Oui, parce qu'il y a des entreprises françaises finalement qui ont stoppé. Et le sujet aussi, c'est, alors ça a commencé il y a déjà quelques années, mais c'est aussi sur certains antibiotiques, notamment pour les enfants, pour les nourrissons. Et c'est un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas forcément diminuer les doses adultes pour administrer à des enfants. Et il y a aussi les problèmes des médicaments anticancéreux. Oui, anticancéreux. Où là, il faut quand même gérer la cause rapidement. Sinon, on peut se retrouver face à un cas létal, quoi.
Bon, et là, nous ne parlons que du cas des médicaments, parce que lorsqu'on parle de la question des soins à disposition, après, hospitalier, voilà, c'est encore autre chose. C'est un énorme dossier. Abel Boilly, sur cette pénurie de médicaments, c'est un peu bizarre de faire croire qu'en France, nous pouvons assurer nous-mêmes la propre production de nos besoins. Pour l'instant, c'est même du mensonge, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec la crise Covid, même au niveau de la production des masques. On s'est rendu compte qu'en France, nos stocks de masques étaient périmés en fait parce qu'on avait tout désindustrialisé. Et on en est toujours en fait au bien-être en fait de l'individu qui compose la société française quand même, dans un pays où, comme je le disais la semaine dernière, un quart de la population est addict aux antidépresseurs, les femmes 3 fois plus que les hommes. Il y a un suicide toutes les 40 minutes en France. De l'autre côté, c'est les hommes 3 fois plus que les femmes. Donc c'est intéressant de voir cette corrélation. On est dans une société où nous avons beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui sont en plus en souffrance de ne pas pouvoir se soigner. Vous avez les déserts médicaux, rajoutés à la pénurie médicale, rajoutés à la pénurie de médecins aussi. On pourrait parler d'un sujet de ce que j'appelle l'exode vers la chirurgie esthétique aussi. Beaucoup de médecins qui se reconvertissent vers la chirurgie esthétique. Et dentiste aussi. Bonjour Olivier Véran. Il a abandonné l'idée d'être chirurgien plastique. Il est allé se placer sur les Champs-Élysées. Je crois qu'il a dû il a été embauché à la clinique des Champs, moi c'est ce que j'ai entendu. Exactement. En tout cas, il y a travaillé au moins pendant quelques mois. Donc il y a toute cette pénurie au niveau du soin des Français qui laisse à désirer. Il faut faire attention parce qu'on est quand même le pays des droits de l'homme et voilà. Merci. Allez, on enchaîne parce qu'on va avoir notre coup de projecteur dans un instant. À 9 jours des JO, Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine ce matin, accompagné de Tony Estanguet et de Marc Guillaume, qui est préfet. Tony Estanguet, c'est le patron de la préparation des JO. Alors, de l'organisation. L'organisation. Il y a eu pratiquement 1,5 milliard d'euros qui ont été investis pour rendre la Seine et la Marne baignables. L'état bactériologique du fleuve, après des décennies d'efforts, permet enfin, paraît-il, la baignade. Elle l'avait promis, elle l'a fait, et en plus, elle nage bien. Et en plus, Anne Hidalgo dans la Seine, est-ce pour vous un pari réussi, un signe positif ou sans intérêt? L'une des 3 possibilités à la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio. Eh bien, c'est sans intérêt, à 96%. Voilà. On vous aime, les auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, pour en parler, Raphaël Rémy-Leleu, qui est conseillère écologiste de Paris. Bonsoir, Raphaël Rémy-Leleu. Bonsoir. Vous nous entendez, Raphaël? Parfaitement, et vous? Très bien. Juste avant de se retrouver dans un instant, mais vous lui tirez le coup de chapeau à Madame Hidalgo? Le coup de chapeau, en tout cas, les lunettes, ça donnait un peu envie d'aller faire pouf aussi ce matin. C'est bien de l'avouer. Eh bien, écoutez, voilà, ça c'est Judith, mais elle n'aime pas l'eau. Bon. Allez, restez avec nous, on va en parler tout de suite de tout ça, et c'est le coup de projecteur qui arrive. Notre Corinne Tapiro, qui est éditorialiste. Avec Véronique Langlais, la présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Et Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Et le coup de projecteur, c'est maintenant. C'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comme promis depuis plusieurs mois et 9 jours avant les Jeux Olympiques, elle s'est jetée à l'eau. Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine ce matin. La maire PS de la capitale était avec Tony Estanguet, président du comité d'organisation, et Marc Guillaume, préfet d'Île-de-France. 1,4 milliard d'euros ont été injectés depuis 2016 pour rendre baignable la Seine et son principal affluent, la Marne. Modernisation des stations d'épuration, raccordement des péniches au tout à l'égout, ramassage des déchets plastiques. On aura attendu longtemps, précisément, depuis l'annonce de M. Chirac en 1984. Mais c'est chose faite, l'état bactériologique du fleuve s'est amélioré récemment. Parlons vrai, les voyants de la pollution sont alarmants, la Seine cultive encore ses bactéries, une agression au couteau a mis un militaire à terre, Paris présente encore quelques signes négatifs à une semaine de la réception des Jeux Olympiques. Paris va-t-elle donner une bonne image de la France? Heureusement, donc il y a eu ce matin une baignade héroïque, le coup de projecteur du jour. Hashtag Paris 2024, hashtag JO, Anne Hidalgo dans la Seine. Est-ce pour vous, 1, un pari réussi, 2, un signe positif, 3, sans intérêt? Et bien pour les auditeurs de Sud Radio, donc pour vous, chers amis, c'est sans intérêt à 96%. Mais on va en parler quand même avec Raphaël Rémy-Leleu, qui est conseillère écologiste de Paris. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, j'avoue que ça fait rire aussi. Oh, vous avez de la musique derrière vous. Vous êtes dans la rue.
Désolée, je suis dans la rue. C'est pas grave, on vous entend quand même. Alors Raphaël, justement, pour vous qui êtes conseillère écologiste de Paris, on imagine que Anne Hidalgo dans la Seine, c'est le top, quoi. Je vous avoue que ça n'est pas tant Anne Hidalgo et mes collègues dans la Seine le top, même si la baignade avait l'air sympathique. L'important, c'est surtout la manière dont on réhabilite le fleuve. Parce que pouvoir se baigner dans la Seine, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup nettoyé, qu'on a lutté contre la pollution, et puis qu'on s'assure un peu plus de la viabilité environnementale de ce très beau fleuve qui traverse Paris, mais pas uniquement. Et c'est ça, à mon sens, qu'il faut absolument valoriser et préserver. Et pourtant, la question de la pollution reste très prégnante. Ce matin encore, les associations alertaient sur le taux de pollution, notamment sur les espaces qui servent à la pratique du sport. Et là, nous recevons les Jeux Olympiques. Vous confirmez, Raphaël Rémy-Leleu, que nous sommes encore loin du compte ? Alors, en fait, on a publié depuis plusieurs semaines chaque jour les résultats d'analyse de la Seine. Donc, ce qu'on nous dit pour le moment, c'est que les épreuves pourront se tenir. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois, peut-être un an et demi, on avait 2 ans même, on avait des images très choquantes d'une entreprise du cimentier Lafarge qui déversait du béton dans la Seine. Donc on est quand même revenu de très loin et je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre pour l'avenir aussi, parce que là, il y a les JO et tout se cristallise autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais l'objectif, c'est qu'on ait un fleuve en bonne santé, voire même que des Parisiens et des Parisiennes puissent continuer à s'y baigner dès l'année prochaine. Alors Corinne Tapiero, il y a eu quand même quelques critiques après cette baignade. Il y a eu un coup de com', par exemple, ça c'est une passante qui disait ça, alors que le pays a d'autres priorités. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, moi je pense que le pays a d'autres priorités. Paris a d'autres priorités économiques aussi, parce que vu l'endettement de la capitale, est-ce que c'était des dépenses judicieuses? Et puis que je ne vais pas refaire le coup de gueule de la semaine dernière, mais arrêtons de dire aux Parisiens qu'ils vont se baigner dans la Seine. D'abord parce qu'il faut être un nageur confirmé. Donc les gens, si on est dans un bassin, on a déjà eu cette conversation. Oui, mais le bassin c'est pas prévu pour le moment. Donc ça veut dire que vous n'allez pas vous baigner dans la Seine avec vos enfants. En tout cas pas dans les conditions dans lesquelles Anne Hidalgo s'est baignée ce matin. Raphaël Rémy-Leleu, c'est vrai ça? Bah oui, il y a une délibération qui a été votée au Conseil de Paris, donc j'espère que Madame était présente. Peut-être que Madame Hidalgo ne le sait pas parce qu'elle était peut-être pas là, mais normalement. Madame Rémy-Leleu, Raphaël, vous nous entendez? Ça attaque très fort, oui, je vous entends. Encore une fois, pour moi, le sujet n'est pas tant celui de la baignade. Si en plus on arrive à faire de la baignade et que cette baignade soit rendue le plus accessible possible, comme c'est en train d'être le cas dans les canaux aussi, parce qu'on peut d'ores et déjà se baigner dans les canaux à Paris, eh bien ce sera tant mieux, parce qu'on a besoin aussi de ces bulles de fraîcheur en ville. Mais l'objectif principal, c'est de récupérer et de réhabiliter le fleuve. Réhabiliter le fleuve, donc, c'est ça l'objectif selon Raphaël Rémy-Leleu. Véronique Langlais. Moi, je suis très dubitatif parce qu'effectivement, je trouve que. Oui, c'était ma question, mais c'est votre réponse. Oui, parce que je fronce les sourcils. C'est que, oui, il faut vraiment prendre soin aussi de la prévention des baigneurs, parce que chaque année il y a de nombreuses noyades dans les piscines, notamment des particuliers, et je pense que ça ne dérogera pas à la règle finalement. Et c'est vrai que c'est très bien de montrer qu'on a une jolie eau transparente, on verra ça une autre fois. C'était pour être poète. Prendre des probiotiques avant. Je suis poète à mes heures perdues, mais effectivement on ne parle pas non plus de la prévention et de ce que ça peut être hyper dangereux. Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi des bateaux quand même dans la Seine, et puis il y a des courants. Et pour des raisons de sécurité, et qu'il y a des courants, et qu'aujourd'hui on n'a rien pour accueillir les jeunes enfants et les familles. Alors je rebondis sur ce que vous dites, selon les 2 derniers prélèvements qui ont été réalisés le 26 juin et le 4 juillet par l'ONG Surfrider, les 2 bactéries fécales mesurées pour autoriser ou non la baignade étaient conformes aux normes des fédérations internationales des sports concernés. Donc grosso modo, on risque pas trop, quoi. Non, mais si, la noyade, tout simplement. Ouais. Noyade. En l'occurrence, pour les Jeux Olympiques, ça veut dire que c'est OK, vous nous le confirmez. Moi, je parle pour l'année prochaine, j'anticipe. Mais déjà pour les Jeux Olympiques. Allez-y, Raphaël. Oui, en fait là-dessus, je tiens vraiment à le redire. L'objectif de réhabiliter le fleuve, c'est bien sûr qu'à terme, on réinstalle une vraie culture de loisirs fluvial aussi dans Paris. Enfin, moi, par exemple, j'ai vécu aux Pays-Bas, à Amsterdam, et on voit que le fleuve et que les canaux sont beaucoup plus accessibles pour, y compris les familles, avec de la prévention, avec de la sécurité, avec des loisirs adaptés. Là, on en est à la première étape. Et on s'est servi des Jeux Olympiques pour le faire. Mais ça n'est qu'une première étape. Soyons-en
vraiment, on peut le dire de manière très sereine et très claire. Et puis, ça servira autant à la biodiversité, au rafraîchissement de la ville, que je l'espère à terme au loisir. Je reviens sur notre question. C'est insensé. Bah oui, non, mais bon, je reviens sur la question. Anne Hidalgo dans la Seine, est-ce pour vous un pari réussi, un signe positif, sans intérêt? Vous nous appelez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. N'hésitez pas à réagir sur le sujet. Mais je me tourne vers Abel Boilly parce que nous avons eu le plaisir d'avoir votre frère qui a été porteur de la flamme. Tout à fait. Oui. Et vous êtes un observateur privilégié en vue de ces Jeux Olympiques. C'est encore un signe fort que la fête se prépare et que Paris est en train de mettre ses habits de lumière, non ? Dans la communication, oui. Maintenant, moi, je ne suis pas expert en termes de matière fécale dans la Seine. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que c'était pas bon. Mais tout le monde devinait bien que, comme par hasard, ça allait être bon pour les Jeux Olympiques. Enfin, franchement, la personne qui pensait qu'on allait dire que la Seine ne serait pas, entre guillemets, praticable est bien naïve, quoi. Donc, il y a besoin de l'image de la Seine pour pouvoir faire rayonner Paris. Mais maintenant, effectivement, les promesses de baignade, moi, je suis content d'entendre la nuance de Madame l'élu qui parle de première étape, parce que pendant des mois quand même on a entendu que on pourra se baigner dans la Seine, c'était un petit peu le slogan qui était sorti, et il faut se mettre à la place du Parisien ou de la Parisienne lambda quand elle entend on va pouvoir se baigner dans la Seine, je vais pouvoir aller avec mes enfants, si je ne pars pas en vacances, les jeunes Parisiens qui ne partent pas en vacances ou qui habitent en première couronne, ils sont issus de quartiers populaires, eux comment ils l'entendent, on va pouvoir aller se baigner dans la Seine en plus de la piscine municipale, donc il est important dans la communication de retrouver un petit peu de nuance quant à ce sujet. Raphaël Rémy Leleu, la nuance justement dans la communication, est-ce que vous entendez ce que dit Abel Boilly justement sur ces publics ciblés qui n'ont pas forcément toujours accès aux loisirs? Bien sûr, et je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait le crédit de cette nuance. Je veux d'ailleurs être très claire, pour nous, en tant qu'écologistes, le fait de dire à tout prix ceci ou cela devra arriver pour les Jeux Olympiques parce que c'est une vitrine, ça n'était pas du tout notre propos. Le discours autour de l'attractivité, ça n'est pas un discours écologiste. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est la réhabilitation du fleuve, son accessibilité, et puis le fait que bien sûr on tienne des promesses de campagne, parce que c'est pour ça qu'on a été élus aussi, mais qu'on le fasse de manière adaptée et démocratique. Et donc là, je parle d'une première étape. Bien sûr, l'image sera belle, et tant mieux pour celles et ceux qui veulent en profiter, mais après, il y aura plein de choses à faire, y compris, et vous avez raison, pour le droit aux vacances pour les Parisiens et les Parisiennes, pour ce qu'on organise en termes de séjours, d'excursions, de centres aérés dans Paris, de bassins installés dans certains arrondissements, pour qu'on puisse avoir des jeunes Parisiens et Parisiennes qui se baignent l'été, même s'ils ne veulent pas quitter la ville. Il ne faudra pas relâcher nos efforts. Bon, je précise qu'on ne vous entend quand même pas super bien. Vous n'êtes pas dans un sous-marin dans la Seine, mais dans la rue par contre. mais dans la rue. Oui, juste peut-être pour repréciser. Alors nous avons parmi nos vraies voix, Judith, des Parisiennes, Corinne Tapiro notamment, et puis Véronique Langlais. Peut-être préciser que là, ça y est, depuis hier même, depuis lundi, Paris est entré dans une configuration totalement différente. Oui. Nous sommes en plein Jeux Olympiques et on ne peut plus faire tout ce qu'on veut. Donc, faut peut-être prévenir les gens. Déjà, tout a changé. Véronique. Oui, et moi, ce qui me dérange, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, c'est que on est quand même à l'aube aussi des Paralympiques et que sur certaines zones, malheureusement, les personnes en fauteuil roulant ne pourront pas circuler parce qu'on a positionné des barrières partout, notamment sur des trottoirs, ou pour des raisons peut-être de sécurité ou peut-être d'épreuves. On a voulu bien faire, sauf que moi je pense toujours à nos handicapés, à nos personnes qui sont en mobilité réduite, et là ça me dérange, et c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée lundi quand j'ai bougé dans la capitale, c'est qu'il y a quand même plusieurs zones où malheureusement les personnes à mobilité réduite ne pourront pas se rendre, et ça c'est un sujet aujourd'hui. Ouais, Raphaël Rémy Leleu, on est d'accord que il y a le problème de la pollution, mais à terme le plus gros problème, nous sommes bien sûr pendant les Jeux Olympiques, et c'est particulier, mais le déplacement dans Paris, ça reste la préoccupation prioritaire. Y compris à pied. Raphaël Rémy Leleu, y compris à pied d'ailleurs. Oui. Absolument. Alors de mon côté, je suis une écolo piétonne et qui utilise le transport en commun, donc je vous rejoins. Et 50 minutes entre deux bus. Merci mille fois d'avoir abordé le sujet de l'accessibilité. Mon collègue David Belliard a justement envoyé un courrier au préfet de police de Paris pour faire remonter toutes ces problématiques que vous avez signalées également.
parce que pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, quelque part, la préfecture de police de Paris reprend la main sur la voirie et sur l'espace public. Or, on sait à quel point ça peut être difficile en termes d'accessibilité. Moi, je suis élue de Paris-Centre. C'est un quartier extrêmement dense, historique. On sait qu'il y a des problématiques de déplacement. Donc oui, ça va rester un enjeu pendant les Jeux. Et puis encore après, aussi bien sur le développement des transports en commun que sur le partage de l'espace public. Enfin, on est au travail toute l'année, je peux vous l'assurer. Oui, ça, on n'en doute pas. Corinne Tapiro. Oui, chère madame, sur les déplacements, c'est effectivement très intéressant de demander aux gens de se déplacer en transport en commun. Sur les lignes de métro, il y a énormément de stations qui sont fermées, certaines depuis plusieurs semaines. Les bus sont quasi impraticables parce qu'il faut attendre plus de 50 minutes un autobus. Alors, il y a des problèmes de recrutement de personnel, etc. Je veux bien. Mais moi, je m'étonne un petit peu que ces Jeux Olympiques, au final, ce n'est pas vraiment une fête populaire. Quand on voit le prix des billets, quand on voit qu'aux abords de la Seine, pour que les gens qui n'ont pas payé ne puissent pas voir de l'extérieur, il y a des espèces de barriérage et de bâches. Enfin, je trouve qu'il y a un drôle d'état d'esprit derrière. Après, je comprends qu'il faille question les de rendre sécurité. oui. En fait, le gros problème, je crois qu'on peut le dire, Abel Boilly, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire la cérémonie d'ouverture, c'est un challenge énorme. C'est la première fois que ça arrive à ciel ouvert sur un fleuve, et du coup, ils sont obligés de boucher tout à partir de maintenant jusqu'au 26. Oui, bien entendu, mais ça doit rester quand même la fête populaire, du peuple. Les Jeux Olympiques, c'est pas la fête de l'élite. Et pour revenir un petit peu à la mobilité des personnes en situation de handicap, je me souviens que lorsque Bertrand Delanoë accède à la mairie de Paris, il a cette phrase forte: rendre Paris aux Parisiens. Mais il ne faut pas oublier les personnes en situation de handicap dedans qui se plaignent souvent. Et déjà que même dans le traitement des JO, il y a toujours un différentiel entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Parce qu'on ne parle que de ce qui va se passer fin juillet, début août. Mais ce qui se passe fin août, début septembre, on n'en parle pas du tout. On pourrait d'ailleurs parler du hashtag JO 2024 et pas JOP 2024. Oui, tout à fait. Je trouve ça très curieux d'ailleurs. Oui. Et juste pour rebondir, Paris aux Parisiens, et j'ajouterais, puisque j'ai été parisien mais je suis banlieusard maintenant, avec la possibilité d'un accès aux banlieusards qui sont contraints d'y venir parce qu'ils viennent travailler. Et ça, c'est un autre problème. Très important. On remercie Raphaël Rémy-Leleu alors du coup. Merci Raphaël Rémy-Leleu d'être venu parler avec nous. Merci beaucoup. Désolée, c'est compliqué de retenir tous les noms quand on n'est pas en plateau, mais sur la mobilité, juste une chose, n'oubliez pas qu'il y a une petite responsabilité de la région Île-de-France et d'une certaine Valérie Pécresse aussi. Pas de politique. On rappelle que vous êtes conseillère écologiste. Mais non, parce que c'est pour ça que ça n'avance pas. Un petit truc amusant ce matin. Oui. Mais bien dans le micro. Qui est passé inaperçu 2 secondes. Allez-y. Il y avait dans le public le nouvel premier adjoint de Madame Hidalgo et personne n'en a parlé. C'est Patrick Bloch. Parce que oui, Monsieur Grégoire n'est plus premier adjoint. Oui, ça j'ai vu. Il a été remplacé au dernier conseil de Paris. Et il y avait bien sûr Pierre Rabadan, l'ancien grand rugbyman, qui est maire adjoint chargé des sports et chargé des Jeux Olympiques. Il y était aussi, mais lui, il est sportif. Allez, chers amis, on vous laisse. On vous retrouve demain. Ce soir, on est avec Corinne Tapiro, qui est éditorialiste Sud Radio. Et qui était superbe. Véronique Langlais, qui est présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Et Abel Boilly, président de l'association. Formidable. J'ai adoré, je suis lui déclarer ma flamme. J'en perds mon anglais. Allez, on vous embrasse. Et puis là, tout de suite, on va à Avignon. Rejoindre Christophe Meillan. Allez, bisous, à demain.